Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. J'aimerais te parler de deux pratiques de méditation à la fois liées et en même temps autonomes. Elles se complètent et peuvent s'unir ou se pratiquer séparément. Il s'agit de Samatha et Vipassana, appelés aussi dans le bouddhisme tibétain Shiné et Laktung. Ces techniques de méditation ont pour but de pacifier l'esprit par Samatha, puis d'atteindre la vision profonde des choses avec Vipassana. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais d'abord je vais t'expliquer un peu l'origine de ces pratiques. Samatha et Vipassana sont issus de la tradition Theravada, une branche ancienne du bouddhisme qui est aussi plus proche du bouddhisme primitif que les autres traditions encore existantes. Version modernisée d'une des nombreuses écoles du bouddhisme ancien, elle s'appuie sur un canon rédigé en pali nommé Tipitaka, comprenant de nombreux textes basés sur les paroles du Bouddha Shakyamuni, Siddhartha Gautama, le premier Bouddha, recueillis par ses contemporains et retranscrites quelques siècles plus tard. Pour faire court, l'histoire des différentes écoles et courants bouddhiques commence après la Bodhi, l'éveil du Bouddha Shakyamuni, survenu au 5e siècle avant Jésus-Christ. 3 mois après sa mort, le Sangha bouddhique se réunit pour pérenniser la doctrine enseignée par le Bouddha, nommée Dharma, et l'établissement des premières règles monastiques, nommées Vinaya. On désigne cet événement comme le premier concile bouddhique de l'histoire du bouddhisme. Émerge alors en Inde le bouddhisme présectaire qui, au fur et à mesure des années, évolue et se structure en 18 écoles anciennes. Cette période constitue l'ère du bouddhisme primitif. Le bouddhisme est à cette époque un enseignement transmis essentiellement à l'oral et minoritaire en Inde. L'expression bouddhisme Theravada qui est utilisée aujourd'hui est plutôt récente. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle qu'elle s'impose pour désigner l'ensemble des populations bouddhistes du sud et du sud-est de l'Asie qui se réfèrent au canon pali. Avant le XXe siècle, Theravada est un terme d'usage restreint et plutôt rare. Le terme Theravada lui-même apparaît seulement aux alentours du 5e siècle dans les chroniques singalaises. Le terme Theravada ne devrait donc jamais être utilisé pour désigner le bouddhisme primitif ou le bouddhisme ancien, mais bien seulement le courant singalais qui s'est formalisé aux alentours du 5e, 6e siècle. Samatha, ou Shiné en tibétain, c'est tranquilliser l'esprit, le calmer et calmer le corps. C'est un état de méditation très profondément concentré. L'esprit et le corps restent très calmes, très paisibles. Son but est d'obtenir la concentration profonde, pas de s'établir dans un état sans pensée. Pour ça, Bokar Rinpoche nous dit « Craindre les pensées, s'irriter ou s'inquiéter de leur apparition, croire que l'absence de pensée est une bonne chose en soi, sont des erreurs conduisant à un état de frustration et de culpabilisation inutile. Lorsque l'on médite, le plus grand empêchement vient sans doute des productions mentales surajoutées, des commentaires sur soi-même et des préconceptions. Le corps et l'esprit devenant calmes, détendus et paisibles, l'esprit devient pur. On arrive à un état de véritable concentration de l'esprit. Pour pratiquer Samatha, la pacification mentale, tu dois d'abord t'asseoir dans une position stable et très confortable. Ton corps doit être droit, mais pas trop rigide. Il doit être ferme, mais détendu. Fixe alors ton attention sur un objet de méditation. Quand tu fixes ton esprit sur un objet de méditation, tu ne t'occupes plus du reste. Ensuite, progressivement, ton esprit devient concentré. Tes yeux deviennent concentrés et tu peux vraiment canaliser cette attention des yeux sur ton objet de méditation. Tu peux aussi te souvenir de l'objet et ne plus le regarder. À ce moment-là, tu concentres ton esprit sur l'objet mémorisé. C'est à ce moment-là que la concentration n'a plus rien à voir avec quelque chose d'extérieur. Elle est seulement liée à l'esprit. L'esprit concentré, quand il est concentré sur une image mentale, devient un avec cette image qui est mémorisée et il atteint un état profond de concentration. Voilà comment on développe la concentration pure, Samadhi, qui est une concentration très profonde et qui est différente de la concentration utilisée pour réaliser une tâche intellectuelle par exemple. Alors je te parle d'objets de méditation, mais c'est quoi? Samatha peut être pratiqué avec de nombreux objets et le bouddhisme Theravada en dénombre 40. Mais ce n'est pas forcément un objet physique, je t'explique. L'objet de méditation le plus simple que je te recommande, c'est la respiration. C'est très facile à transporter avec soi, elle est toujours là où qu'on aille. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'asseoir dans une position confortable. Si tu sais, tu peux te mettre en lotus, mais c'est pas nécessaire, tu peux simplement te mettre en tailleur ou t'asseoir sur une chaise. Tu dois juste garder le dos bien droit en respectant la cambrure naturelle de ton dos et concentrer ton attention sur ta respiration. Ensuite, tu respires lentement. Quand tu respires lentement, de manière naturelle, ta respiration se calme et se détend d'elle-même. Au départ, on ressent la respiration soit au bout du nez, sur la lèvre inférieure,
ou à l'intérieur du nez. Les endroits où l'on ressent la respiration peuvent varier d'une personne à l'autre. Au moment où tu as trouvé un endroit où tu ressens bien la respiration, pose ton attention à cet endroit précis. Puis la respiration devient de plus en plus subtile jusqu'à ce qu'à un moment apparaisse le sentiment de ne plus ressentir cette respiration. Il est possible que tu ne puisses plus ressentir le passage de l'air à l'endroit que tu as choisi. À ce moment-là, essaie de poser ton attention sur l'image mentale de ta respiration. L'image que tu as mémorisée du passage de l'air à l'endroit où tu l'avais choisi. Tu fermes les yeux et tu te concentres. Quand tu arriveras à ce point-là, tous les obstacles comme l'avidité, la haine, la tendance à s'endormir, l'inquiétude, le doute, tout ça va disparaître. On appelle cet état le premier dhyana. C'est un état profond de concentration. Les dhyanas sont des états de conscience supérieurs, permettant notamment d'atteindre la vision pénétrante de la réalité. Mais là, ça devient un peu plus complexe et ça mériterait une vidéo à elle seule. Pour pratiquer samatha, la respiration est l'objet de concentration que je te recommande, ou alors la flamme d'une bougie. Très paisible, très calme. C'est une méditation qui est vraiment très apaisante. Dans le bouddhisme Theravada, le développement de samatha permet la purification de l'esprit des 5 souillures mentales ou empêchements, appelés nivarana. Ces 5 empêchements sont des obstacles qui entravent notre état mental. Le désir sensuel, la colère, la torpeur, l'agitation et le doute. Comme je te le disais, on y distingue aussi 40 objets de méditation. En pali, ils sont dénommés kamatana. Les 40 pratiques sont catégorisées comme ceci. 10 globalités ou kasina, les 10 laideurs. Ici, il s'agit de contempler un cadavre dans un état de décomposition plus ou moins avancé. Il va sans dire que cette pratique est liée à la conception bouddhiste et invite surtout à méditer sur l'impermanence de toute chose. 10 remémorations. Alors citons en premier Anapanasati, l'attention sur le souffle, qui est la méthode largement la plus pratiquée, et pas seulement dans le bouddhisme Theravada. La vigilance au corps est cependant toujours pratiquée. Il s'agit de considérer les organes non pas pour pratiquer vipassana, mais pour se concentrer. Les autres remémorations utilisent comme objet des images mentales, des représentations qui sont le Bouddha, le Dharma, le Sangha, la discipline, la générosité, le divin, l'apaisement, la mort. 4 attitudes vertueuses, appelées aussi les 4 incommensurables. Il s'agit donc de se concentrer sur un état d'esprit, sur une émotion que l'on souhaite développer. Après la concentration sur le souffle et sur les organes, ce sont sans doute les dernières pratiques vraiment utilisées. La raison en est qu'il ne s'agit pas seulement de se concentrer, mais de développer d'autres qualités. Parmi ces 4, le développement de la bienveillance universelle est la plus commune et est souvent utilisée lors de retraites de méditation. Il y a donc la bienveillance, la compassion, la joie sympathique et l'équanimité. Ensuite viennent les 4 arupa dhyana. Ces objets sont en fait ce que perçoit le méditant qui a dépassé le stade des 4 premiers dhyana, ou du domaine physique pur, et qui a donc atteint le domaine non physique. Il y a la perception de l'aliment. Il s'agit de réfléchir au désagréable de l'alimentation. Détermination des 4 éléments. Les 4 éléments mentionnés ici sont la terre, l'eau, le feu et le vent. Et ensuite, concentration et objet. Pratiquées avec régularité, ces pratiques mènent à des états de concentration plus ou moins avancés. Les pratiques qui mènent au dhyana sont les 10 globalités et anapanasati, l'attention sur le souffle. Les 3 premières attitudes vertueuses sont associées chacune aux 3 premiers dhyana et l'équanimité au 4e. Les 10 laideurs et la vigilance au corps mènent également au premier dhyana. Samatha n'est que la première étape, la seconde étant la méditation vipassana. On peut commencer par vipassana pour atteindre samatha, mais on verra ça plus tard. Concentrons-nous maintenant sur la méditation vipassana. On dit que vipassana s'appelle la méditation de l'attention. L'attention signifie littéralement voir tel que c'est. C'est une méditation plus dynamique. On concentre l'attention sur tout ce qu'on peut vivre. Sensations, perceptions, idées, bruits, pensées, quoi que ce soit dont tu fais l'expérience, pose ton attention dessus. Mais il faut aussi dépasser ces obstacles en se concentrant sur différents aspects de ces obstacles justement. Par exemple, lorsque le désir apparaît lorsqu'on est en train de méditer, immédiatement pose ton esprit sur ce désir, regarde comment il dérange ton esprit, comment il t'agite. Tu constates assez vite que tu ne peux plus te concentrer, donc tu vois les désavantages du désir et tu peux aller jusqu'à la racine en voyant comment il apparaît, comment il empêche la concentration
comment on peut l'arrêter, changer son esprit, depuis cet objet de méditation qui s'est imposé à nous jusqu'à une véritable concentration. Comment lâcher ce désir pour pouvoir retrouver un état d'esprit paisible. Tout ça fait partie de la méditation Vipassana. Quand on commence cette pratique, on a besoin de la concentration. C'est pourquoi on utilise généralement Samatha pour obtenir cette concentration. Et une fois qu'on l'a, on l'utilise pour pratiquer Vipassana. Parce que les plus hauts niveaux de concentration permettent à l'attention d'être extrêmement pure grâce à l'équilibre mental. À partir de là, tu peux voir les choses de manière extrêmement subtile, extrêmement profonde. Par exemple, l'impermanence, c'est une partie essentielle de la méditation Vipassana. Une fois que tu as la concentration, tu utilises la notion d'impermanence pour avancer davantage dans ta concentration, à des niveaux plus conscients. Tu vas voir que les choses changent à une vitesse incroyable à tout moment. Il y a même des changements que tu ne peux absolument pas voir si ta concentration n'est pas extrêmement profonde. Il faut donc avoir un esprit très concentré qui ressemble un peu à un rayon laser. Tu as une vision pénétrante grâce à Vipassana, une vision très claire, et elle te permet, comme un rayon laser, de pouvoir focaliser ton attention sur un objet. Si tu ajoutes la concentration et l'attention, tu peux voir l'impermanence de manière très subtile et très profonde. L'impermanence a lieu tout le temps, à tout moment, des millions et des millions de fois à chaque instant, dans l'esprit et dans le corps. Je pense que c'est le Bouddha qui a dit « la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence ». Vipassana désigne dans la tradition bouddhique la vue profonde ou inspection. Vipassana peut être défini comme ceci. La lumière intuitive apparaissant brusquement et révélant la vérité sur l'impermanence, sur la misère et sur l'impersonnalité de tous les phénomènes corporels et mentaux de l'existence. Selon Nyanatilaka, Vipassana permet le développement de Panna, la sagesse, qui correspond à une des 3 sections du noble sentier octuple. Vipassana permet donc la vision intuitive des 3 caractéristiques de l'existence qui sont l'insatisfaction, l'impersonnalité et l'impermanence. Quant à sa relation avec Samatha, dans le canon Pali, le mot Vipassana est peu utilisé. Selon Bhikkhu Sujato, dans les sutras, la pratique de Samatha et Vipassana ne peuvent être distinguées. D'après cet auteur, les textes anciens ne distinguent jamais les différentes techniques comme Samatha et Vipassana, qui sont plutôt des qualités de l'esprit qui doivent être développées. Thanissaro Bhikkhu relève que dans les canons Pali qui décrivent Gautama Buddha invitant ses disciples à pratiquer, il ne les cite jamais en disant « allez faire Vipassana », mais plutôt « allez faire Dhyana ». Il décrit également Samatha et Vipassana comme 2 qualités de l'esprit résultant d'une même pratique et allant de pair. La méditation Vipassana doit permettre de comprendre la nature réelle des 4 nobles vérités, de la coproduction conditionnée, ainsi que de l'expérience directe des 3 caractéristiques, conduisant ainsi à la libération. Le Visuddhimagga, voie de la purification, décrit les 18 principales sortes de connaissances de l'inspection. Voici les 18 inspections. Évidemment, je ne vais pas les décrire une par une. N'hésite pas à faire pause si ça va trop vite pour pouvoir avoir le temps de tout lire. Durant la pratique de Vipassana, le méditant développe des motifs de souillure, ainsi appelés car ils pourraient être confondus avec l'éveil. Ce ne sont que de simples phénomènes et pas la libération, le nirvana. Il s'agit de l'effulguration, l'apparition de lumière, la connaissance, la joie, le ravissement, la tranquillité, le bien-être, le bonheur, la détermination, l'énergie, l'avertissement, l'imperturbabilité, l'équanimité, le plaisir. Alors, est-ce qu'il faut absolument pratiquer Samatha pour pouvoir passer à Vipassana ou est-ce qu'on peut commencer directement par Vipassana? Eh bien, comme je te le disais, on peut commencer par Vipassana sans Samatha. Parfois, on ne peut pas se concentrer en utilisant Samatha. Alors, on commence avec Vipassana et on se rend compte tout de suite, quand on voit les choses exactement telles qu'elles sont, on se calme, on se détend, on est paisible et à ce moment-là arrive la concentration. Tu peux donc commencer par Vipassana pour atteindre la concentration. Une fois la concentration là, reprendre tes pratiques de Samatha, ou bien continuer sur Vipassana. Quand les deux sont combinés, ta pratique devient vraiment complète. Avec cette pratique complète, tu deviens vraiment paisible et surtout parfaitement libre de la souffrance, des déceptions, de la colère, de l'avidité et du désespoir. De nos jours, en science, Vipassana est une des méditations les plus étudiées scientifiquement. Des études ont montré des résultats positifs de la pratique de la méditation Vipassana dans le traitement de la dépression et de l'anxiété, ainsi que la réduction à la propension à la criminalité dans les prisons. Le psychiatre Paul Fleischman rappelle toutefois dans son livre intitulé An Ancient Path que le traitement de la dépression et de l'anxiété n'est pas le but de la pratique de la méditation Vipassana, mais reste une pratique progressive vers le nirvana, la libération totale de la souffrance. Le professeur en psychologie et membre du Mind and Life Institute, Richard Davidson, dans son livre The Emotional Life of Your Brain, explique de façon pragmatique
un des objectifs de la pratique. Comprendre comment nos sensations et nos attitudes changent. Par exemple, la souffrance, qui apparaît bien réelle au début. En se concentrant sur les sensations du corps, on commence à s'aviser que la douleur n'est qu'un concept mental et qu'en observant au-delà, de nombreuses sensations nouvelles apparaissent, comme un chatouillement sur le pied, une pression sur le genou, un muscle qui brûle. Notre attitude vis-à-vis de ces sensations désagréables évolue petit à petit. Voilà, je vais conclure sur ça. Alors il est évident que je n'ai fait que survoler certains points, mais j'ai tenté de te faire une vidéo la plus complète sans pour autant t'assommer avec tous les termes et les explications de toutes les étapes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la section commentaires, elle est là pour ça et j'y réponds à chaque fois. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos, et moi je te dis à bientôt, bye bye.